Bonjour, le Regard d'Afrique aujourd'hui, son invité est Carlos Lopez, un homme aux multiples casquettes, ancien conseiller de Kofi Annan, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, universitaire. D'abord, comment s'y retrouver, cher Carlos? Bon, enfin, on fait ce qu'on peut, mais disons, au fond, il y a quelque chose de commun dans tous ces types d'activités, c'est de porter un regard sur l'Afrique et contribuer à la transformation du continent. Donc, on peut le faire de différentes façons, on peut le faire dans différentes institutions, et voilà ce que j'essaye de faire moi-même. Et quand on parle de l'Afrique, c'est 54 États, un continent immense, beaucoup de différences, un continent très contrasté. Comment aborder cette réalité et comment parler de ces Afriques? Est-ce que aujourd'hui on peut avoir un point d'appui pour pouvoir entrer dans cette lecture? La géographie a toujours été un élément essentiel pour l'analyse, mais on ne doit pas donner trop de valeur à la géographie. Si on veut vraiment aller dans les détails, notamment en termes économiques qui m'intéressent davantage, il y a des réalités qui sont bien différentes. Quand on parle de l'île Maurice, on parle de l'Égypte. Quand on parle, par exemple, de l'Afrique du Sud, on parle de mon pays, la Guinée-Bissau. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de traits communs qui militent en faveur d'un certain type d'analyse. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a l'idéologie panafricaine. Donc elle est née justement de ces traits communs et de cette volonté d'intégrer le continent. Et donc on peut vraiment faire justice en parlant du continent comme une entité intégrée pour un certain type de statistiques, un certain type d'analyse, tout en faisant aussi le nécessaire pour démontrer la complexité et les différences. Moi, la chose qui frappe le plus, la réalité des chiffres et des statistiques en Afrique pose un réel problème. C'est-à-dire que on est dans quelle échelle de valeur? Comment on peut apprécier la situation avec précision? Et en connaissant de cause, on sait que la moitié des populations ne sont même pas cartographiées, qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Donc, comment établir un bon décryptage de ce continent? Nous avons effectivement ce défi de la connaissance et de la qualité du diagnostic, par conséquence, à cause de la faiblesse de l'appareil statistique en Afrique. Et donc, ça se décline de différentes façons. Par exemple, les comptes nationaux, qui sont un élément essentiel pour pouvoir avoir un bon aperçu des économies, ne sont pas à jour dans la plupart des pays. Donc il y a seulement 16 pays africains qui ont les comptes nationaux à jour. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas exactement la structure de l'économie. Cela dépend tellement d'une connaissance fine, vu qu'il y a des tendances qui sont en train de changer la structure assez rapidement. Par exemple, le secteur des services est celui qui occupe la plus grande part du PIB des pays africains, et c'est un secteur, par sa nature, qui demande un niveau de connaissance et de complexité qui n'est pas vraiment présent dans les années de base qui sont utilisées par les comptes nationaux, qui sont très en retard. Nous avons le problème justement de le registre civil et tout ce qui est lié, disons, à ce qu'on appelle statistiques vitales, qui sont vraiment très en retard dans la plupart des pays et qui ne correspondent pas aux besoins de planification. Et finalement, nous avons le problème aussi de tout ce qui est lié, disons, à la terre même, c'est-à-dire le registre de propriété, le registre foncier, le registre foncier, le registre immobilier. Et donc, avec ce désert de connaissances, on fait des approximations, on fait des projections. Quand on fait des projections, normalement, on est dépendant de certaines institutions qui ont la capacité de développer des modèles économétriques ou des modèles de logiciels, etc., qui permettent de fabriquer ces projections en fonction des données disponibles. Et donc, on perd un peu sa propre indépendance et sa propre capacité de diagnostic qui est en quelque sorte délégué ailleurs. Mais on reste quand même dans cette culture de l'à peu près.
C'est surprenant. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est quand même faramineux que, par exemple, tous les pays qui sont membres du FMI, et tous les pays africains pratiquement sont membres du FMI, doivent passer chaque 2 ans maximum une revue de leur cadre macroéconomique. Ils doivent soumettre un certain nombre de statistiques. On développe, disons, une analyse qui est basée sur un article des statuts du FMI, l'article 4. On produit le rapport sur l'article 4, et dans ce rapport, il y a toujours une annexe, qui est l'annexe qui évalue la qualité des statistiques. Donc, ce problème dont nous sommes en train de parler est très connu des institutions telles que le FMI, est même documenté, et pourtant, on ne fait pas grand-chose. Vous êtes associé à cette ambition d'autonomiser l'Union africaine. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que on sait qu'on a l'idée a bien avancé, mais est-ce que on est dans la phase d'opérationnalisation de ces propositions d'autonomie financière de l'Union africaine? C'est un des volets de la réforme de l'Union africaine. C'est le volet probablement le plus difficile. Parce que si on n'a pas vraiment l'autonomie financière, on ne peut pas considérer que l'Union africaine a, disons, l'espace nécessaire politique pour pouvoir appliquer ses propres politiques. Moi, je le vois tous les jours parce que actuellement, je suis en train d'aider les négociations pour le partenariat entre l'Afrique et l'Europe. On va y revenir. Et on voit tout le temps qu'on est limité par le fait que le financement joue fort sur les pressions que reçoivent les uns et les autres. Donc, ce n'est pas vraiment très étonnant que l'Union africaine soit sur une espèce de tutelle, parce qu'effectivement, du point de vue financier, elle dépend tellement des donateurs. Vous pourrez rappeler un peu quelques chiffres? C'est 70%. 70%, c'est la moyenne de ces dernières années. Donc, cette année, ça a commencé à baisser. Cet argent vient de l'Union européenne, notamment. En grande partie. Mais pas seulement. Donc, cette année, pour la première fois, il y a déjà une réduction. Donc, nous sommes maintenant à 60%. Précisément à cause de cette réforme sur le système de financement. En quelques mots, c'est un système de financement qui va permettre une distribution plus égale entre les États, c'est-à-dire il n'y a plus les grands contribuants qui étaient en quelque sorte aussi indirectement capables d'influencer le système de décision. Donc c'est plus réparti, plus égalitaire. Et c'est basé sur un principe très facile à expliquer, de mettre en place une taxe d'importation en dehors de l'Afrique, donc pour protéger justement la zone de libre commerce africaine, en dehors de l'Afrique de 0,2%. Donc c'est presque rien, mais ça permet à l'organisation d'avoir un financement à 100% de son administration, à 75% de ses programmes de développement, et pour cela, une agence a été créée, ça fait partie du programme de réforme, qui va remplacer le NEPAD, et à 25% les contributions pour la paix et la sécurité, notamment les fonds de paix. L'Afrique, en tout cas les dirigeants africains ont penché pour ce qu'on appelle la mise en place de la zone de libre-échange. Elle est en cours d'être signée. Beaucoup de pays l'ont fait. Et est-ce que véritablement on est dans cette intégration panafricaine? Est-ce que vraiment l'Afrique est mûre pour pouvoir mener ce combat? Alors que les combats plus urgents, en tout cas plus opérationnels, ces combats-là ne sont pas menés. Comment être dans cette ambition tout en étant dans le réalisme? Je pense qu'il y a un certain nombre de développements ces dernières années pour consolider l'agenda d'intégration. Et donc la zone de libre-échange fait partie de ce mouvement. Elle a pu être mise en place dans un temps record. Quand on compare par exemple à la séquence d'événements équivalents pour l'Union européenne, ça a pris 3 fois plus de temps. Donc ça a pris à peu près 3 fois le même temps pour la séquence équivalente dans l'Union européenne. Ce qui nous a permis justement d'arriver une année après la signature et le lancement du processus
à 22 ratifications, qui est le nombre minimum. Je pense qu'il y a un certain nombre de développements importants dans l'agenda d'intégration africaine. Et la ZLEC, la zone de libre-échange, fait partie justement de ce mouvement. On a pu avoir le nombre d'adhésions, actuellement 52 sur 55, dans un espace d'une année. Et on a pu avoir 22 ratifications, qui est le numéro nécessaire pour l'entrée en vigueur, justement cette semaine, avec l'adoption par le Parlement gambien, qui est le pays numéro 22. Donc nous sommes vraiment dans le seuil d'un processus qui est assez complexe, mais qui a été très difficile politiquement de mettre en place. Donc nous pouvons avoir une demi-victoire avec ce nombre de ratifications et le lancement probable dans quelques semaines de la zone de libre-échange. Qu'est-ce qui va changer? Justement. En termes pratiques, donc il y a 2 protocoles qui sont prêts. Le protocole sur les marchandises et le protocole sur les services. Celui sur les services, il n'est pas totalement finalisé, puisqu'il y a encore des questions de commerce électronique et autres qui doivent faire objet de protocoles additionnels. Nous avons pour la première fois un tarifaire commun pour l'ensemble de la région. Et donc à partir du moment où vous avez une zone de libre-échange, on doit négocier avec des tierces en fonction de cette zone de libre-échange. Et ça, c'est très important parce que l'Afrique, comme un conglomérat, a un poids complètement différent. Donc, elle représente plus de commerce que l'Inde. Elle est le 3e partenaire commercial de l'Europe. Elle devient un partenaire commercial important pour un certain nombre de pays, dont la Chine. Et donc, en termes de négociation... Mais elle n'en profite pas. En fait, en réalité... Elle pouvait pas, parce que juridiquement, sans la zone de libre-échange, on pouvait pas parler comme un continent. On pouvait faire des déclarations politiques, mais il n'y avait pas d'instrument juridique qui permettait vraiment de faire ce type de négociation. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que ça va permettre vraiment d'éliminer le commerce informel qui existe entre les pays africains. Est-ce que vraiment on peut éliminer le commerce alors qu'il se situe à 80-85%? Le commerce informel, oui. Le commerce informel est très dépendant justement de toutes sortes de barrières non tarifaires. Hein. Ça n'a pas vraiment d'implication du point de vue tarifaire autant que... Ça gangrène l'économie, les économies. Tout à fait. Et je pense que, par exemple, vous avez une situation où des pays demandent tellement de documents qu'on a besoin de 700 heures, ça a été documenté, 700 heures de traitement douanier. C'est absolument ridicule. Des situations où, par exemple, il faut payer plus de $2,500 par jour pour traiter des documents dans les différentes douanes et bureaux d'administration du commerce. Donc, tout cela va commencer à disparaître petit à petit, formalisant beaucoup plus le commerce intra-africain, qui est déjà à 18%, donc un peu plus de ce qu'on dit normalement. C'est autant, par exemple, que Mercosur, hein. C'est moins, bien sûr, que l'ASEAN, c'est moins que l'Europe, c'est moins que NAFTA. Et l'objectif, justement, c'est d'augmenter. Et d'après des études qui ont été conduites par la Commission économique pour l'Afrique, on peut augmenter de 52% le commerce intra-africain. Pourquoi c'est important? On peut dire, mais on fait le commerce avec d'autres, pourquoi faire avec des Africains? Parce que c'est prouvé que le commerce qui est fait actuellement, c'est 18%, entre pays africains, en grande partie, est sur des marchandises transformées. Tandis que le commerce que nous faisons avec le reste du monde est très dominé par les ressources naturelles. Oui. L'Afrique, vous êtes un des défenseurs de cette idée de l'industrialisation de l'Afrique. On voit que les défis aujourd'hui sont majeurs. C'est un continent qui a besoin de colonnes vertébrales. Et c'est même peut-être trop tard à l'heure de la révolution digitale. Quel est le bon choix à faire pour aller dans ce développement, en tout cas du continent? Oui. Les économistes mesurent la contribution manufacturière dans les économies avec une statistique
très importante, la valeur ajoutée manufacturière. Et dans la valeur ajoutée manufacturière, on a vu une stagnation et même une petite diminution dans certains pays depuis presque 2 décennies. Alors on peut dire que l'industrie ne progresse pas en Afrique. Par contre, si on tient en compte le fait que les économies africaines ont doublé de taille, donc leur PIB est le double de ce qu'il était il y a 15 ans, si on tient en compte le fait que la démographie a explosé, stagnation ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus d'industrie. Il y a en effet le double de l'industrie qu'il y en avait il y a 15 ans ou 20 ans, mais effectivement, en termes de pourcentage, ça ne progresse pas par rapport, disons, aux autres domaines de l'économie, notamment les services et le secteur primaire. Donc, nous savons que l'Afrique produit 500 milliards de dollars de manufactures par an. Donc, ce n'est pas un désert du point de vue industriel. Mais nous savons aussi que c'est hautement concentré dans certains pays. Ça, c'est clair. Nous savons aussi que les politiques de promotion de l'industrie ont eu des succès mitigés. Donc, certains pays ont très bien fait, mais beaucoup ont des échecs retentissants. Et nous savons aussi que, effectivement, nous avons un barrage de difficultés, dont celui que tu viens de citer, les difficultés de développement technologique. Mais même sans entrer en matière sur les implications technologiques, nous avons des problèmes de propriété intellectuelle, nous avons des problèmes de régulation, nous avons des problèmes d'accès au capital, nous avons des problèmes d'éducation, nous avons des problèmes d'infrastructure, notamment énergie et transport. Enfin, on voit que les défis sont considérables. Sont gigantesques. Mais dans les 20 dernières années, nous avons eu, par exemple, plus d'investissements dans l'infrastructure que dans les 30 années précédentes. Donc, il y a de l'évolution, mais ce n'est pas suffisant. Vous êtes, en tout cas, en charge par l'Union africaine de ce qu'on appelle pour entrer en dialogue et en conversation avec l'Union européenne, la Commission. Quelle est cette mission exactement sur ce qu'on appelle les ACP? Et vous pourriez dire 2 mots peut-être sur cet accord de Cotonou? En effet, il y a 2 accords qui sont en négociation, ou plutôt 2 types de négociations qui sont en cours. L'accord qui va remplacer l'existant entre l'Europe et les ACP, c'est ce qu'on appelle le post-Cotonou. Celui qui est en vigueur termine cette année. Mais il y a aussi la négociation continent à continent qui demande un instrument pour pouvoir régulariser tout un tas de développements qui ont eu lieu ces dernières années. Donc pour ce qui est de l'Europe ACP, la Commission de l'Union européenne est très engagée et tout à fait d'accord pour avancer dans ce dossier. Pour ce qui est de la négociation continent à continent, nous avons des difficultés. Et qui sont dues à quoi? Des difficultés politiques, parce que l'Union européenne ne veut pas vraiment négocier avec l'Union africaine directement. Elle veut mettre le pilier africain sur l'accord post-Cotonou, régimenté par un accord cadre avec les ACP, quand il y a des pays africains qui ne sont pas ACP. Et quand il y a un certain nombre de dossiers que l'Union africaine est propriétaire et ne peut pas soumettre aux ACP. Parce que l'ACP, quand même, c'est une structure beaucoup plus fragile et beaucoup plus limitée politiquement que l'Union africaine. Donc ça ne fait pas de sens de mettre l'Union africaine qui veut imposer sous la schéma tutelle des ACP. Mais c'est la Commission de l'Union européenne qui a ce mandat de négociation, et donc on essaie de les persuader à changer ce mandat. Et donc, mais elle a un interlocuteur comme vous, qui est redoutable, qui connaît bien les institutions, surtout internationales aussi. Bon, on ne lâche pas. Donc on va insister. On pense que il y a des contradictions du côté des négociateurs européens, et donc je pense que de la part des États, nous entendons de plus en plus des arguments qui vont plutôt en soutien de la position que nous défendons.
Aujourd'hui, vous êtes aussi, vous donnez de la réflexion puisque vous écrivez, vous venez de publier 2 livres. Quelle est l'envie de traiter sous forme d'ouvrage les thématiques que vous êtes un praticien puisque vous êtes sur le terrain, dans l'action. Qu'est-ce qui explique la théorisation, la conceptualisation et cette envie d'un homme de terrain en quelque sorte? Bon, la motivation première vient du fait que je pense la littérature sur les développements en Afrique est très basée sur un regard qui est très pessimiste sur le continent et qui est un regard de l'extérieur. Très biaisé, marqué par un certain type de préjugés, etc. Donc moi j'ai envie de contribuer avec un regard qui est différent, qui va un peu à contre-courant. Mais qui va à contre-courant pas avec des arguments idéologiques ou sentimentaux. Alors concrètement autour de quoi? Ou émotionnels, mais plutôt en utilisant les statistiques, les données, comme la porte d'entrée pour pouvoir raconter l'histoire différemment. Eh bien, on voit, en fait, il y a de nombreux thèmes dont on a envie, notamment aussi le franc CFA, les Afriques, parce que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est cette différenciation, les Afriques dans le contraste. En tout cas, peut-être on aura d'autres occasions. Merci Carlos Lopez d'avoir été avec nous dans cette émission et d'avoir tenu ces paroles réconfortantes et en tout cas qui permettent de clarifier et de décrypter les Afriques. Merci. Merci.